Le coup de feu n'était pas pour lui, mais il est tombé quand même. La chaleur de l'asphalte vibrait sous les pneus, les sirènes hurlaient derrière, et la sueur coulait sous le casque. Malik roulait trop vite. Pas parce qu'il fuyait. Non, lui ne fuyait jamais, mais parce qu'il savait que chaque seconde comptait. Il portait ce sac à dos noir comme s'il transportait un enfant malade. Parce que dans un sens, c'était vrai. Ce qu'il contenait pouvait sauver une vie, ou en condamner 1000. Il bifurqua brusquement, entra dans une ruelle trop étroite pour une voiture de patrouille, mais pas pour une moto. Ses genoux frôlaient les murs. Il entendait les voix derrière, les talkies grésillants, des ordres confus. Malik ne comprenait pas pourquoi il le suivait, ni comment il l'avait repéré. Il n'avait enfreint aucune règle. Il avait juste accepté de livrer une valise pour une amie. Une seule. Pas d'armes, pas de drogue, juste une promesse. Et pourtant, ils l'ont arrêté. Ils ont bloqué la sortie de la ruelle avec 2 fourgons. Les pneus crissaient encore lorsqu'un des agents l'a plaqué au sol, genoux sur la colonne, poing sur la nuque. « Motard suspect neutralisé !» cria un policier dans son micro. Malik ne cria pas. Il savait que les cris ne changent rien quand les regards sont déjà convaincus. Les mains dans le dos, le casque arraché brutalement, il vit les regards autour de lui, haineux, fermés, sûrs d'eux. « C'est pas lui !» dit une voix plus jeune, en arrière. Mais l'ordre était déjà donné. Les menottes étaient déjà serrées. C'est à ce moment-là que le silence s'est imposé comme un coup de tonnerre, un silence lourd. Puis un bruit, d'abord lointain, puis de plus en plus distinct. Des bottes, des dizaines, 50. Les soldats sont arrivés comme un raz-de-marée de métal et d'ombre. Leurs pas faisaient trembler le trottoir. Casque vissé, armes sur l'épaule. Et devant eux, marchant comme un fantôme réveillé trop tôt, un capitaine, droit, silencieux, les yeux fixés sur Malik. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste approché, lentement, et tout le monde s'est figé. Le policier qui avait mis les menottes a dégluti bruyamment. Il a tenté de parler. « Capitaine, on a intercepté. » Le capitaine ne répondit pas. Il ouvrit la valise que Malik portait. À l'intérieur, des papiers, des photos, une carte et une clé. Une clé très ancienne. Il l'a regardée longuement, puis a dit d'une voix basse mais ferme. « Vous avez arrêté le mauvais homme. Et maintenant, c'est peut-être déjà trop tard. » Les soldats ont encerclé la scène, certains pointant leurs armes vers les policiers. L'un des policiers recula, blanc comme un linge. Un autre fit tomber sa radio. Malik n'avait toujours pas compris ce qu'il transportait, ni pourquoi ce regard-là, ce regard du capitaine, contenait autant de douleur et de souvenirs. Mais il savait une chose, il était au centre de quelque chose de plus grand que lui. Et la vraie fuite, celle qui mène au cœur de la vérité, venait juste de commencer. Le ciel avait changé de couleur. Ou peut-être était-ce dans la tête de Malik. Il n'était plus menotté. Mais il n'était pas libre non plus. Le capitaine, dont il ignorait encore le nom, l'avait fait monter à l'arrière d'un vieux véhicule militaire aux vitres teintées. Pas de GPS, pas de téléphone, juste des routes, des silences et les battements sourds de son cœur. « Tu n'as pas conscience de ce que tu transportais, hein ?» dit enfin le capitaine, sans le regarder. Malik secoua la tête. Il aurait voulu comprendre. Mais rien n'avait encore de sens. Une livraison pour une amie, un point de rendez-vous, une moto, une valise. Rien de plus. Mais dans la valise, apparemment, il y avait une mémoire, un secret, un phare ancien. Le capitaine sortit une photo froissée. Malik la prit. Dessus, une femme en treillis, debout dans un désert, et un enfant dans les bras. Le sourire de l'enfant était timide, celui de la femme absent. « C'est ta mère, » dit le capitaine. Le cœur de Malik se figea. « Non, ma mère est morte quand j'avais 3 ans. C'est ce qu'on m'a dit. On t'a menti. » Les mots résonnèrent comme une bombe sourde. Des images floues remontèrent, des souvenirs en lambeaux, une voix douce, une chanson du soir. Et puis le vide, le silence, l'oubli. « Elle a disparu lors d'une mission secrète, » continua le capitaine. « Cette valise contient tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Des preuves, des coordonnées. Et surtout, une vérité que certains veulent enterrer pour toujours. » Malik sentit ses jambes flancher. Il n'était pas juste un livreur piégé par le hasard. Il était le maillon manquant d'un récit enterré, une pièce qu'on avait gardée dans l'ombre. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Le capitaine se tourna enfin vers lui. Ses yeux étaient rougis, mais pas fatigués. Parce qu'un autre garçon a essayé, il y a 10 ans,
Il est mort pour elle. Et toi, tu es le dernier à pouvoir la retrouver. Malik sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre le capitaine, pas contre sa mère, mais contre l'histoire, contre les secrets, contre cette sensation d'avoir grandi dans une cage invisible. Il regarda à travers la vitre. Le véhicule descendait dans une gorge rocheuse. Au loin, une base abandonnée, rouillée, silencieuse. Et pourtant, des lampes s'allumaient à leur passage. Quelque chose l'attendait là. Une première épreuve. Le capitaine tendit une vieille radio cryptée. Sur la fréquence, une voix. « Opération Éclipse Noire. Statut ?» Le capitaine répondit d'une voix froide. « La clé est avec nous. » Mais l'ombre aussi. Malik serra les dents. La fuite était finie. L'histoire commençait. Et dans le silence de cette gorge oubliée, il fit un vœu muet. Il découvrirait la vérité, même si elle devait le briser. La base s'étendait sous terre comme une ville fantôme. Chaque couloir avait un nom de code, chaque porte un mot effacé. Malik avançait derrière le capitaine, les poings serrés. Tout en lui voulait courir, comprendre, fuir, frapper, mais il restait calme. Parce que l'instinct parlait plus fort que l'émotion. Et l'instinct disait « Attends, observe, n'agis qu'en dernier ». Ils traversèrent une salle remplie d'écrans. Une femme les attendait, fine, les cheveux tirés, une plaque autour du cou. Docteur Elia Nord. Elle tapait nerveusement sur un clavier, sans lever les yeux. « Le garçon est instable, dit-elle. Tu ne sais pas ce que tu fais en l'exposant à ça. »« Il n'est plus un garçon, répliqua le capitaine. Il est le nœud. » Malik serra les dents. « Est-ce que quelqu'un ici va enfin m'expliquer ce que je suis censé être ?» Elle leva les yeux vers lui. Ses pupilles étaient dilatées, presque artificielles. « Tu es un message codé. Ton existence est un paradoxe. Tu ne devrais pas être ici. Et pourtant tu es là. Et dans ton sang se trouve un fragment d'un virus dormant. Un virus qui ne détruit pas, il réveille. » Malik recula d'un pas. « Quel genre de virus ? Un héritage, programmable, transmissible. Tes cellules portent un modèle d'évolution qu'aucun organisme n'a encore supporté. Sauf toi. » Il sentait une sueur froide dans le dos. Il se voyait comme un garçon normal jusqu'à il y a quelques heures. Et là, on lui parlait comme à une bombe génétique. « Et si je refuse ? Si je pars d'ici et que j'oublie tout ?» Le capitaine répondit à sa place. « Tu ne peux plus. Ils t'ont localisé. Tu es en mouvement, Malik. Et ceux qui te veulent sont déjà en route. » Dr Nord afficha une carte sur l'écran. Une tache rouge pulsait lentement sur une île au sud de la Grèce. C'est là qu'ils ont tout commencé. Et c'est là que tout doit finir. Mais pour y entrer, il te faudra franchir la porte noire. C'est quoi ça? Une base? Un bunker? Non, murmura le capitaine. Une mémoire. Cryogénique. Active. Biologique. Tu veux dire une personne? Pas une. Plusieurs. Des dizaines. Des volontaires, condamnés à dormir pour contenir ce que Cyrus IX a réveillé. Le sol vibra. Pas une explosion. Un battement. Malik sentit ses tempes cogner. Il tomba à genoux. Dans son esprit, quelque chose s'ouvrait. Des souvenirs? Non, des voix. Réveille-toi, réveille-toi. Ne nous laisse pas ici. Tu es notre frère, il haletait, les larmes aux yeux. Et pour la première fois, il comprit. Ce n'était pas un rêve, ni une erreur. Il avait été conçu pour entendre ça. L'obscurité de la salle s'ouvrit comme une blessure mal refermée. Des murs de béton brut, des câbles suspendus comme des lianes, et au centre, un projecteur. Il tournait seul, projetant les images d'un monde que Malik n'avait jamais vu ou qu'on lui avait volontairement volé. Sa mère. Encore elle. Dans des vidéos tremblantes, granuleuses. Elle parlait vite, dans un jargon militaire mêlé d'urgence scientifique. Des mots comme protocole alternatif, faille génétique, mémoire cellulaire héritée. Et puis souvent un nom, Cyrus IX. Le capitaine appuya sur pause. « Tu veux savoir ce que c'est Cyrus IX ?» Malik hocha la tête. Il avait arrêté de poser des questions. Il absorbait désormais, comme si chaque vérité devait d'abord couler comme du plomb dans son sang avant qu'il puisse en faire quelque chose. Cyrus IX, c'est un programme illégal, massif, ténébreux. Tes parents faisaient partie du groupe qui l'a créé, puis ils ont voulu le détruire. Mais parents? Mon père aussi? Il est mort pour l'arrêter. Ta mère a fui. Le sol se dérobait encore sous lui. Chaque pas qu'il faisait dans cette histoire ouvrait une autre trappe, un autre gouffre. Et moi? Pourquoi suis-je important? Le capitaine le regarda longuement. Puis il parla comme on lâche une grenade après avoir retiré la goupille. Parce que tu es né après l'expérience. Silence. Après?
Ton ADN est unique, Malik. Ta mémoire porte en elle des fragments d'expériences que tu n'as jamais vécues. Ton inconscient connaît des cartes, des visages, des mots de passe. Tu es le coffre, et cette clé que tu as livrée, elle ouvre toi. Le souffle de Malik se coupa. Ce n'était pas seulement une quête pour retrouver sa mère. C'était une course pour se comprendre lui-même. Il était la vérité. Et peut-être aussi la menace. À ce moment précis, une alarme retentit dans la base, rouge, aiguë, insistante. Le capitaine se raidit. Ils nous ont trouvés. Qui? Ceux qui n'ont jamais arrêté le programme. Le chaos envahit les lieux en quelques secondes. Des tirs éclatèrent au loin. Une explosion fit vibrer les murs. Des soldats tombèrent. Un autre hurla. Ils ont infiltré les souterrains. Ce sont des copies, pas humains. Malik ne comprit pas tout. Il courait déjà avec le capitaine dans un couloir éclairé par des lumières de secours. Et soudain, au détour d'un virage, il la vit. Une femme, fine, les traits vieillis, mais le regard identique à celui des vidéos. Sa mère, vivante. Le temps s'arrêta. Il voulut parler, mais elle le devança. « Tu ne devrais pas être ici, Malik. Il te traque. Pas pour ce que tu portes, pour ce que tu es. » Et alors que le sol tremblait, que des cris déchiraient l'air, elle ouvrit une porte métallique blindée. « Si tu entres, tu ne pourras plus reculer. Tu veux la vérité? Elle est là, mais elle a un prix. » Malik regarda la silhouette de sa mère, ce visage tant rêvé, et l'ombre d'un monde qu'on avait voulu lui cacher. Il franchit la porte, et à cet instant, il ne fut plus jamais le même. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd, le genre de bruit qui ne laisse pas de retour possible. L'air était plus froid ici, chargé, comme si le béton lui-même respirait. Le capitaine n'était pas entré, juste sa mère. Et lui? Elle avançait devant lui sans un mot. Son dos était droit, mais lent, comme s'il pesait 100 ans de secret. Ils descendirent un escalier en colimaçon jusqu'à une salle circulaire, éclairée par des lignes bleues sur les murs. Au centre, un sarcophage transparent. À l'intérieur, une autre version de lui-même. Qu'est-ce que c'est, toi? Ou presque. Elle s'approcha et posa la main sur la paroi. Ils appellent ça les reflets, créés à partir de ton génome. Ils ont tenté de t'effacer pour mieux te recréer. Des dizaines de fois, en laboratoire, à la guerre, dans des poches dormantes à travers le monde. Malik se recula, pris de vertige. Tu veux dire que je suis un clone? Eux sont des clones. Toi, tu es l'original, l'unique, celui qui a échappé à leur système. Grâce à ton père, grâce à moi. On t'a caché dans un orphelinat sans identité. Et quand tu as grandi, on a attendu que tu reviennes de toi-même. Elle sortit une petite boîte de sa veste, un cube métallique. Elle le tendit à Malik. Voici ta mémoire, ton vrai passé. Mais avant de l'ouvrir, tu dois savoir ce que ça implique. Elle s'approcha de lui. Ses yeux brillaient. Si tu ouvres ce cube, tu actives l'appel. Ceux qui ont été créés avec ton ADN vont le sentir. Ils viendront, pas pour t'aider, pour te soumettre. Il comprit. Ce n'était plus une question de retrouver des réponses. C'était un choix. Un saut dans le vide. Il ouvrit le cube. Un flash. Des souvenirs éclatèrent en lui comme une tempête. Des images de laboratoire, de cris, de brûlures. Un nom le complexe 0. Une géographie mentale. Des coordonnées cachées dans son propre esprit. Sa mère vacilla. Il la rattrapa. Elle saignait du nez. Tu n'aurais pas dû l'ouvrir si vite. Une secousse. Le plafond vibra. Une voix dans les haut-parleurs. Accès localisé. Unité d'extraction en approche. Activation des clones prioritaires. Ils venaient. Pas par dizaines, par centaines. La base était un nid et ils l'avaient réveillé. Tu dois sortir d'ici. Tu dois détruire ce qu'ils ont fait. Pas pour moi. Pour toi. Pour tous ceux qui ne laisseront jamais naître. Mais Malik ne voulait plus fuir. Il regarda le clone dans le sarcophage. Son double endormi. Et dans ce silence chargé, une idée naquit. « Je crois qu'il faut faire plus que fuir, maman. » Elle le fixa surprise. « Il faut qu'ils aient peur. De moi. » Alors il désactiva le verrou du sarcophage. L'autre Malik ouvrit les yeux. Il marchait dans un tunnel exsudant une humidité froide, le genre qui s'infiltre sous la peau. Malik tenait son clone à quelques pas derrière lui. Même visage, même regard, mais vide. Comme si l'enveloppe était prête, sans le feu à l'intérieur. La mère de Malik marchait devant eux, une lampe torche fixée à l'épaule. La lumière révélait des symboles gravés sur les murs. Des chiffres, des noms, des codes ADN partiels. Elle semblait les reconnaître. « Ces murs contiennent toutes les versions de toi qu'ils ont tentées, dit-elle. 127 clones.
tous instables, sauf celui-là. Pourquoi lui? Parce qu'il est resté en sommeil. Il n'a pas été activé. Il n'a pas été abîmé. Malik regarda son reflet humain marcher à ses côtés. Une vie sans souvenir. Une machine qui lui ressemblait. Un frère sans passé. Ils atteignirent une grande salle ronde. Au centre, un socle métallique. Et dessus, la porte noire. Pas une porte au sens classique. Une structure organique semblable à une fleur fermée pulsant lentement comme un cœur. « Elle s'ouvrira si tu poses ta main ici, dit sa mère en désignant un scanner vivant greffé au socle. Et ensuite, elle le fixa, honnêtement. Ensuite, tu entres dans la mémoire. Malik s'approcha. L'air vibrait. Il sentit sa peau picoter. Le clone resta en arrière. Sa mère tendit la main. « Je peux t'accompagner jusqu'au seuil, pas au-delà. » Il posa la paume sur le socle. Un flash le traversa. Un courant d'images, de noms, de cris. La porte s'ouvrit. Derrière elle, un couloir fait de nerfs, de chair et de verre. Des silhouettes flottaient dans des tubes comme des rêves gelés. Hommes, femmes, enfants, tous endormis, tout vivants, suspendus dans le non-temps. « Ce sont les anciens volontaires, expliqua une voix dans son esprit. Il ne savait pas d'où venait cette voix. Peut-être du cube, peut-être de lui-même, peut-être des clones. Il marcha lentement. Les silhouettes remuaient parfois comme si elles sentaient sa présence. Il atteignit le fond du couloir, une plateforme, une console, et au centre, une sphère de données, vivante, un noyau neural. Cyrus 9, il tendit la main. « Tu veux savoir? Tu veux tout voir ?» dit la voix. Oui, un torrent s'abattit sur lui. Il vit les expériences, les promesses, les horreurs, les trahisons. Il vit son père mourir pour effacer les données. Il vit sa mère saboter le système, puis fuir enceinte de lui. Il vit les responsables, toujours en vie, masqués derrière des identités nouvelles, des gouvernements, des entreprises, des noms que personne n'ose prononcer. Il vit la vérité. Cyrus 9 n'était pas un projet d'évolution, c'était un plan de contrôle absolu. Et lui, Malik, était la seule erreur du système, la seule graine libre. Il ouvrit les yeux. Autour de lui, les silhouettes remuaient plus vite, comme si elles entendaient ses pensées. Les clones s'éveillaient, des centaines, un réseau vivant sous la terre, silencieux, en attente. Il revint vers sa mère. Son clone le fixait maintenant, comme s'il venait de comprendre quelque chose, comme si une connexion venait de s'établir. « Je peux les entendre, dit Malik. « Tu es leur centre, murmura sa mère. Et si tu meurs, ils meurent tous. » Silence. Le capitaine entra en trombe dans la pièce, blessé, sangle au torse. Il haleta. « Ils arrivent. Ils savent que tu es ici. Ils vont raser tout le complexe. » Malik se tourna lentement et dit calmement. « Alors ils verront ce que je suis devenu. » Il ferma les yeux, et dans l'ombre, 1000 esprits s'éveillèrent en même temps. La terre tremblait. Des hélicoptères faisaient vibrer les plafonds souterrains. Le capitaine saignait, sa mère luttait pour rester debout, et son double, le clone silencieux, observait comme s'il attendait un ordre. Malik, lui, était figé. Mais pas de peur, de certitude. Il entendait tout, des dizaines, des centaines d'esprits reliés aux siens. Il n'avait jamais eu de voix, jamais eu de choix. Ils avaient été créés, testés, jetés. Mais maintenant, ils étaient liés à lui. Et il comprenait enfin, il n'était pas une arme, pas un code, pas un miracle. Il était une conscience partagée. Le capitaine approcha, haletant. « Tu dois les libérer ou les éteindre. Il n'y a pas d'autre issue. Si je les libère, ils vont devenir incontrôlables. Le monde ne survivra pas à ça. Et si tu les détruis, tout ce que ta mère et ton père ont sacrifié n'aura servi à rien. » Malik fixa son clone, les traits identiques. Mais dans les yeux, il y avait quelque chose, maintenant. Une lumière, comme un écho de lui-même. « Tu peux penser ?» lui demanda Malik. Le clone hocha la tête. « Je peux ressentir. » Alors Malik fit quelque chose d'inattendu. Il prit la main de son clone et la plaça sur le cube, toujours actif. « Partage-le. » Une onde de choc se propagea dans tout le complexe. Les clones dans les capsules tressaillirent. Puis, un à un, ils ouvrirent les yeux. Pas comme des bêtes, pas comme des soldats, comme des êtres humains qui sortent d'un long cauchemar. Ils pleuraient, ils se souvenaient, pas seulement de lui, mais de ce qu'ils auraient pu être. Des enfants, des parents, des rêveurs. Une voix retentit dans le haut-parleur, tranchante. Ici l'unité tactique Cyrus. Dernier avertissement. Rendez le sujet central où nous éradiquons tout. Malik prit la radio. Il n'y a plus de sujet central, il n'y a plus de projet, il n'y a que nous. Et nous sommes éveillés. Silence.
Puis un vrombissement, des cris à l'extérieur, une lumière blanche dans le couloir. Ils étaient là. Sa mère s'approcha, posant une arme dans sa main. Il ne la prit pas. « Je ne suis pas venu pour tuer Fébé. » Il tendit la main à son clone. « Je suis venu pour transmettre. » Le clone comprit, les autres clones comprirent. Et dans un synchronisme parfait, tous levèrent les mains. Pas en signe de soumission, en signe de choix. Alors quelque chose d'inattendu se produisit. Les soldats, à leur tour, baissèrent leurs armes. Un à un. Personne ne tira, parce que devant eux, il n'y avait pas une armée génétiquement modifiée. Il y avait des vies, fragiles, debout, résistantes et libres. On t'a peut-être conçu pour obéir, pour reproduire les erreurs d'un monde malade. Mais tant que tu peux choisir ce que tu refuses de devenir, alors tu es libre. Être humain, ce n'est pas naître, c'est désobéir au destin qu'on t'impose.